Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live récapitulatif de 205 Live NXT UK et SmackDown. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est heureux, j'espère que vous passez une merveilleuse journée et un très bon début de week-end. Petite introspection rapide. J'ai eu un commentaire là dans le replay de mon dernier récap de Dynamite et NXT que c'est pas, enfin que une des raisons pour lesquelles vous regardez ces lives, vous regardez les replays de ces lives, c'est la façon dont je communique la passion que j'ai pour ce sport spectacle qu'est le catch. Du coup, ça m'a fait prendre conscience qu'il faut vraiment que je fasse attention à pas être trop négatif dans ce que je dis. Pas spécialement parce que j'ai été négatif sur Dynamite, mais parce que à force d'être trop... Enfin bref, j'ai compris quelque chose. Voilà. Et je voulais vous en faire part parce qu'on écoutez, on fait cette émission ensemble, comment dire, on perfectionne cette émission ensemble, on voit ce qui marche pas, ce qui est important que je fasse, ce qui est important que vous fassiez aussi, s'il y a des trucs qui est important que vous fassiez, je ne sais pas. Remarque, c'est important que vous vous abonniez, que vous mettiez vos commentaires, tout ça machin. C'est important que vous participiez de cette façon-là. Mais voilà, je me rends compte qu'il faut que je sois plus positif. Et peut-être que le prix à payer pour que je sois plus positif, c'est que j'arrête de faire des récaps de Dynamite. C'est possible, je l'envisage. C'est pas encore sûr, c'est pas décidé. C'est sur la table. Je réfléchis à cette possibilité. Mais c'est le sujet pour un autre moment. On verra où ça va. On verra où ça va. Et en ce moment, ça va très précisément. Merci beaucoup, prends Benzema pour les 500 bits. On fera ça. On prendra Benzema. Quoi que ça veuille dire. C'est un footballeur, ça je le sais. Parce que, quand même, j'y connais rien, mais c'est un rien qui est un presque rien. Des fois, j'entends des choses. Bref. Ok, allons-y pour 205 Live. Le show a commencé avec Auguste Grey contre Mansoor. J'ai même pas besoin de forcer pour être positif. J'adore Mansoor. Honnêtement, un peu saoulé de voir Auguste Grey. Mais en fait, c'est le problème de 205 Live. Ils ont très peu de catcheurs. Ils pourraient en avoir beaucoup plus, hein, parce que s'ils étendaient leur roster à effectivement tous les catcheurs de moins de 205 livres qui sont disponibles à NXT, ils pourraient facilement doubler leur roster sans aucun problème. Merci beaucoup à Peraltaro pour avoir offert un abonnement, c'est très gentil de ta part. Mais ils ont décidé qu'ils avaient un roster relativement fermé à 205 Live. Je sais pas pourquoi, et ça me frustre un peu de voir tout le temps les mêmes noms. Mais en l'occurrence, on a eu un très bon match auquel, vous le voyez, j'ai mis B+, parce que, et c'est vraiment la clé pour que je rentre dans un match, parce qu'il y avait des enjeux. En l'occurrence, l'enjeu, c'était la série d'invincibilité de Mansoor, évidemment, qui est toujours invaincu à 205 Live. Alors, quand le match a commencé, je me suis dit, c'est évident que Mansoor gagne. Je veux dire, Auguste Grey, de temps en temps, il perd. Enfin, voilà, c'est pas le haut du panier de 205 Live, Auguste Grey. Mais pendant le match, au fur et à mesure, pendant que Mansoor était un peu en difficulté, je me disais, et en même temps, sa série d'invincibilité, va falloir qu'elle s'arrête à un moment, Mansoor. Donc, pourquoi pas maintenant? Ce serait un peu dommage, mais ça quelque part, ça élèverait 205 Live. Ça veut dire, il peut se passer des trucs, comment dirais-je, importants pour le public de 205 Live à 205 Live. Et ça pourrait être bien. Bon. En l'occurrence, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce match, c'est que Auguste Grey avait réussi à coller son So Much Prettier, sa prise de finition sur Mansoor, que Mansoor a glissé hors du ring pour éviter que Grey fasse le tomber sur lui. Du coup, ça protège Auguste Grey. Et le deuxième truc qui protège Auguste Grey, c'est que Mansoor allait se faire décompter à l'extérieur, parce que comme vous le savez, un catcheur qui reste jusqu'au compte de 10 de l'arbitre à l'extérieur perd le match, mais Auguste Grey, au compte de 9, a refusé de gagner le match comme ça. Il est sorti du ring pour réinitialiser le compte de l'arbitre, en disant non, je vais le battre par tomber, je peux le battre par tomber. Il a lancé Mansoor dans le ring et s'est fait surprendre par un inside cradle de Mansoor. D'une part, Auguste Grey est protégé, et ça c'est vachement bien. Et d'autre part, ça rappelle que Mansoor est invaincu mais pas invulnérable. On peut le battre. C'est juste que sur son
j'allais dire sur son CV, c'est pas un CV, mais son ratio indique qu'il est invaincu. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que c'est un monstre qu'il est, voilà. Ça veut juste dire qu'il est invaincu. Et ça fait du bien de rappeler ça. Ça veut dire, ça rappelle que la série d'invincibilité de Mansoor est vulnérable quelque part. Et par contre, le main event, je peux pas dire que j'ai été autant enthousiaste, même si quand même c'était sympa. Je lui ai mis un B. Bully Rise continue d'exister, donc c'est une méga faction composée de Everrise, les deux gars que vous voyez à gauche du côté orange, et des Bollywood Boys, les deux gars que vous voyez à droite côté orange. Et donc là, c'était Chase Parker et Sunil Singh qui affrontaient Arya Daivari et Tony Nese, parce que Arya Daivari et Tony Nese ont un match toutes les semaines à 205 Live. Et ils ont réussi à mettre un peu d'enjeu dans ce match, et c'est les enjeux, c'est la clé. Parce que la faction de Bully Rise n'arrête pas de perdre, et du coup, ils se sont dit, si on continue de perdre, si on perd ce match, on arrête. On essaie plus de faire des trucs ensemble, ça ne fonctionne pas. Donc je me suis dit, bon, c'est une façon comme une autre de juste reconnaître que Bully Rise, c'est une idée qui marche pas, de la laisser tomber. Du coup, j'ai été très surpris, et très agréablement surpris par la fin du match. Samir Singh, le frère de Sunil Singh, donc qui était à l'extérieur du ring, envoie la chaîne en or de Daivari, de laquelle il se sert pour tricher souvent. Il envoie la chaîne en or de Daivari sur le ring pour que son frère Sunil puisse l'utiliser. Mais Arya Daivari attrape la chaîne avant, se retourne vers Samir à l'extérieur du ring en lui disant hey, « tu fais quoi avec ma chaîne, tu fais pas ça ?» Et il se retourne et il voit que l'arbitre le surprend avec la chaîne dans les mains. Du coup, non, j'allais pas m'en servir, non. Et pendant la distraction de Daivari, Sunil Singh surprend Daivari avec un roll-up et gagne le match. Du coup, Bully Rise continue d'exister. Franchement, c'était bien, quoi. C'était bien, c'était marrant, j'aime bien. C'était innocent, c'était joyeux, c'était... Non, c'était cool, c'est un bon épisode de 205 Live. Je lui ai mis un B+, voilà, on est sur du bon divertissement, on est sur quelque chose qui paye pas de mine. C'est dommage qu'ils construisent rien pour WrestleMania à 205 Live, mais le show était agréable à regarder, ça dure qu'une demi-heure 205 Live, vraiment ça va vite, et quand c'est bien fait, c'est bien fait. Nous allons donc passer à NXT UK, si vous le voulez bien. Petit show moyen de NXT UK, qui a un C+, en moyenne. C'est resté cool, mais globalement, on sent qu'on est sur un épisode filler avant le NXT UK Prelude de la semaine prochaine. On sent que ça va être, on sent que ça va exploser la semaine prochaine. Donc alors, tout bon petit épisode filler de NXT UK. Merci beaucoup à ISD 1350 pour son abonnement de 1 mois qui a déclenché un train de la hype. Tchou-tchou, dirait Braun Strowman. Allez-y, abonnez-vous, envoyez-moi des bits, c'est maintenant ou jamais. Le Hype Express, il est là. Donc, NXT UK s'est ouvert sur le match Ace Valkyrie contre Stevie Turner. Merci beaucoup, Prends Benzema, pour les 100 bits. Alors, ce que j'ai trouvé un peu bizarre et un peu dommage, c'est qu'ils ont pas présenté Stevie Turner comme une grosse jobbeuse, quoi, si vous voulez. Elle n'a pas été présentée comme ça du tout. Merci beaucoup à Swifty pour son abonnement de 3 mois. Merci beaucoup à The Nurture pour 3 abonnements de niveau 1. C'est la pluie de l'abonnement. C'est fantastique. Donc, excusez-moi, je vais juste me concentrer sur ce que je dis. Donc ouais, Ace Valkyrie contre Stevie Turner. Le truc, c'est qu'ils ont vraiment présenté Stevie Turner comme pas un gros deal, mais pas une jobbeuse non plus. C'est-à-dire que il y a quelques semaines, là, ils ont présenté une nouvelle catcheuse à NXT UK, et ils l'ont présentée comme elle est mère de 3 enfants et elle veut prouver à ses enfants qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. J'avais trouvé ça très très cool. Mais voilà, elle avait pas eu d'entrée, elle était contre Ace Valkyrie, parce que l'histoire c'est de conserver la série d'invincibilité d'Ace Valkyrie. Que là, Stevie Turner, non seulement elle avait une entrée assez élaborée, elle avait un personnage ou une gimmick plutôt assez étoffée, dans le sens où, merci beaucoup The Nurture pour les abonnements, dans le sens où elle a une espèce de dimension un peu futuriste, un peu post-apocalyptique, j'aime beaucoup le personnage de Stevie Turner, et surtout j'aime beaucoup qu'il y ait
qui présente un nouveau personnage, mais vraiment un nouveau personnage, quoi. Mais, du coup, c'est contre Aoife Valkyrie qui doit continuer de gagner. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ça bloque. Ça bloque, ils peuvent pas... ils vont pas pouvoir défendre Stevie Turner, ils vont pas pouvoir faire avancer Aoife Valkyrie, donc faut qu'une des deux perde. Ils ont pris la bonne décision, c'est pour ça qu'on est sur un C+. Aoife Valkyrie a continué de gagner, continue d'être invaincue à NXT UK, ce qui est une excellente chose. Mais Stevie Turner a même pas été vraiment une grosse menace pour elle. Elle a montré un peu ce qu'elle savait faire sur le ring, mais Aoife Valkyrie a gagné de façon décisive et relativement rapidement, sans que ce soit vraiment un challenge pour elle. Mais écoutez, on a une nouvelle catcheuse à NXT UK, cool. Je suis bien content. Ensuite, nous avons eu une petite interview de A-Kid qui nous parle très vite fait de sa carrière. Merci beaucoup à Dixon FLC qui offre un abonnement à la communauté. Qui nous parle vite fait de sa carrière et qui dit qu'il a hâte de voir NXT UK Prelude la semaine prochaine pour savoir qui sera l'aspirant à son Heritage Cup, puisque, n'est-ce pas, il est champion de l'Heritage Cup, Heritage Cup Champion, on dit comme ça, je pense. Et à NXT UK Prelude, on aura un match qui va probablement être excellent entre Tyler Bate et Noam Dar pour déterminer lequel des deux affrontera plus tard A-Kid pour ce titre. Ensuite, j'ai adoré ce segment, je lui ai mis un B. Vous allez me dire, t'es moins enthousiaste à des segments auxquels tu mets un A. Non, j'ai bien aimé ce segment. Il n'a pas été très bien fait, il est un peu maladroit. Je sais pas où il va, mais j'ai adoré. Piper Niven et Jack Stars sont dans une salle de muscu. Ils sont devenus potes, alors que ce que je trouve rigolo, c'est que Piper Niven a choisi Jack Stars parce elle voulait affronter un gars et une fille et elle pouvait pas le faire toute seule, du coup elle a chopé un gars au hasard. Et depuis, ils semblent être devenus potes les deux. Et donc Stars dit à Niven, alors je nous ai préparé un petit parcours d'entraînement, on va commencer avec ça, puis après on va faire ça, puis après on va faire ça. Piper Niven l'interrompt en lui disant hey, reviens sur Terre, l'entraînement c'est pas tout quand on est catcheur, c'est-à-dire que félicitations, t'es le roi de l'entraînement, c'est vraiment génial. Elle lui dit pas, n'empêche que tu perds tous tes matchs, mais moi, je l'ai entendu. Elle lui dit, je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important. Et elle lui dit, regarde-moi, je vais pas être Miss... comment elle a dit? Parce que j'ai pas envie d'être insultant, donc je préfère la citer elle. Mais globalement, voilà. Regarde-moi, je suis pas... Miss Olympia, c'est ça. Je vais pas être Miss Olympia demain, mais je peux péter la gueule à n'importe qui dans ce roster, y compris les gars. Et du coup, elle propose de l'entraîner et il lui dit, tu vois ce sac, fous-lui la misère à ce sac. Donc, juste un sac de sport, quoi. Fous-lui la misère à ce sac, montre-lui qui c'est le bonhomme à ce sac. Et Jack Stars défonce le sac, tape le sac, jette le sac, enfin voilà. Et après, il se calme et il fait, ça fait du bien, ouais. Et c'était mignon, j'ai trouvé ça très mignon. Ensuite, alors exactement la même, enfin pas exactement la même réflexion que Aoife Valkyrie contre Stevie Turner, mais à peu près la même idée. Josh Morel est sur le ring. Vous savez ce que ça veut dire. Josh Morel va se faire botter le fion. Merci à Bitty Lior pour son abonnement. Et bienvenue sur la chaîne. Merci à Ananas Poivron Chorizo Pizza qui offre un abonnement. Merci à tous pour tout ce qui est abonnement et les bits. J'adore les abonnements et les bits, c'est mes deux passions dans la vie. Le truc, c'est que voilà, c'était sûr que Josh Morel allait perdre, c'était sûr que Teoman allait gagner parce qu'il est protégé en ce moment. On nous a montré 2 vignettes pour nous expliquer qui est Teoman. Il a déjà gagné un match contre un jobber plus tôt dans l'année. Là, il affronte un autre jobber. Bref, c'est le parcours normal. Merci à The Nurture pour les 300 bits. Et j'ai écrit, putain, catcher contre Teoman, ça doit vraiment être la merde. Que le gars, faudra lui rappeler que c'est pour de faux. J'ai pas l'impression, ou alors il est vraiment très très bon à faire semblant. Mais j'ai vraiment l'impression que quand il te met un dropkick dans la tête, après tu dois avoir mal à la tête, je pense. Merci beaucoup à Dixon FLC pour les 200 bits. Putain, ça en fait de la bite là, c'est du bit. Faut pas que j'oublie que c'est masculin, c'est ça le jeu de mots. Sinon ça fonctionne plus. Bref, c'est plus, un peu attendu, mais c'est ce qu'il faut, c'est bien, continue de construire Teoman, c'est cool. Je pense que c'est Teoman qui va détrôner A-Kid, ce serait cool. Ensuite, on a, parlant de cool, merci à Ananas Poivron Chorizo Pizza pour les 100 bits. Parlant de cool, on a un face-à-face entre Rampage Brown et Walter, administré par Sid Scala, il est désolé.
Walter dit qu'il est le meilleur champion de NXT UK, évidemment, mon point de vue aussi. Il dit que pour Rampage Brown, c'est son métier, mais que pour lui, c'est sa vie. Et globalement, c'est très tendu entre les deux. On est sur la tension. Ils racontent leur carrière qui a été très similaire dans le sens où ils ont parcouru l'Europe, ils ont parcouru le monde, et puis ils se rencontrent à NXT UK. Mais la première fois que Walter est venu en Angleterre, il raconte que Rampage Brown a battu Walter. Ça, c'est un détail que je savais pas. Et qui déchire un peu. Ce qui est rigolo, c'est que ça déface pas Walter. Il a suffisamment confiance en lui pour lui dire non, mais je suis pas du tout le même homme que tu as affronté à ce moment-là. Cette fois-ci, je vais te faire perdre. Merci beaucoup à Prends Benzema pour les 18 bits. Et c'est au moment où Rampage Brown lui fait remarquer qu'il est égoïste que là, ça passe plus. Là, il dit là, Walter commence à s'énerver. Il dit, moi je suis égoïste, je suis le mec le moins égoïste de ce roster parce que je catch pas pour moi, je catch pour le sport, je catch par amour pour ce sport qu'est le catch. Merci à Dan Archer. Et je me dis, c'est intéressant. C'est intéressant que ce soit cette corde-là qui fasse péter la patience de Walter. Que ce soit l'égoïsme. Et Rampage Brown a ce sourire satisfait de genre, ah d'accord, ok, ça t'emmerde. Quand je te dis que t'es égoïste, là tu réagis. Et ça y est, je suis hypé pour le match. Alors que jusque-là, je me disais, ouais, Rampage Brown, je sais pas trop. Cette promo-là suffit à me hyper pour ce match-là. J'ai hâte, ça va être cool. Ensuite, on a, vous vous souvenez, cette semaine à NXT, quand je disais que Walter était pas très très bon au micro. Disons qu'il n'est pas régulier au micro, mais quand il veut... Se faire engueuler par Walter, imagine être le fils de Walter. Imagine. Tu dois filer droit. Ensuite, on voit les membres de Gallus participer à des combats de rue. J'aime beaucoup l'ambiance de ce truc-là. C'est une espèce de musique un peu western, un peu avec l'image un peu crasseuse, un peu verte. C'est une ambiance intéressante. Et ils sont en train de reconstruire Gallus. Ils sont en train de retrouver la passion, quoi, de retrouver le feu. Bonjour chérie. Ensuite, Kaylee Ray arrive sur le ring et elle dit qu'elle voulait affronter les meilleurs et que c'est ce qu'on lui a offert puisqu'on lui a donné l'un des meilleurs catcheurs tout genre confondus dans le monde et qu'elle l'a battu en la personne de Meiko Satomura. Elle dit que ceux qui pensaient que son règne serait fini dans son affrontement avec Meiko Satomura avaient tort. Je le reconnais, j'avais tort. Et elle est interrompue par Millie McKenzie. Millie McKenzie qui... les commentateurs directs font « Wow, Millie McKenzie, ça fait 2 ans qu'on l'a pas vue !» Et je me dis « Ah, d'accord, c'est pour ça que je la connais pas, je suivais pas NXT UK il y a 2 ans. » Ok, donc c'est une ancienne. D'accord, très bien. Elle dit que leur chemin, qu'elle a parcouru le monde, qu'elle s'est entraînée, et que leurs chemins vont finir par se recroiser. Kaylee Ray dit qu'elle voit pas de raison pour que leurs chemins se croisent pas maintenant. À ce moment-là, comment s'appelle Ayla Dawn, la sorcière blanche Ayla Dawn, agresse Millie McKenzie. Et Kaylee Ray se dit « Oh, chouette, viens, on lui pète la gueule ensemble !» Et là-dessus arrive Kidon, elle a une des meilleures musiques d'entrée en ce moment à la WWE. Kidon, Meiko Satomura. Meiko Satomura qui arrive et qui sauve Millie McKenzie voilà, qui attaque Kaylee Ray, tandis que Millie McKenzie rend la monnaie de sa pièce à Ayla Dawn. La raison pour laquelle on s'est contenté d'un petit C+, c'est que j'ai écrit « Les pièces se déplacent un poil trop vite », d'après moi. Meiko Satomura, l'histoire était finie entre elle et Kaylee Ray il y a plusieurs semaines, et elle s'était saluée, enfin elles avaient fait preuve de respect l'une envers l'autre à l'époque. Du coup, la page était un peu tournée en ce qui me concerne. Millie McKenzie, ça fait 2 ans qu'elle n'est pas venue, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été à NXT UK, ça aurait été bien qu'elle soit établie un peu plus avant de revenir dans le cadre du championnat féminin de NXT UK. Ayla Dawn, elle a fait son heel turn la semaine dernière. Alors je sais bien qu'il y a eu des vidéos où elle faisait du tarot, mais franchement son heel turn n'était pas clair à ce moment-là. Tout va un petit peu vite là, tout va un petit peu... t'as l'impression qu'on essaye de forcer des pièces pour qu'elles aillent au bon endroit dans le puzzle. Et ça me chagrine un peu, mais vous savez quoi, j'ai dit hier à une question que l'un d'entre vous me posait, quelle était la pire division féminine des différentes émissions que je regarde, et j'avais répondu, c'est quand même marrant parce que NXT UK est celle avec le moins de potentiel, et pourtant c'est la meilleure. Je maintiens.
Je maintiens. Aucune de ces... Enfin, aucune de ces... non. Là, on est sur énormément de potentiel, là. Mais on est sur énormément de potentiel dans toutes les divisions. Et la division féminine de NXT UK est de loin la plus intrigante. Celle dans laquelle on peut plus s'investir. Parce qu'en ce moment, à Raw et à SmackDown, c'est une catastrophe. On va en parler à SmackDown. On va pas y rester longtemps parce que je vous ai dit, j'essaie d'être positif aujourd'hui. Parce que c'est bien d'être positif. Ensuite, on a une vidéo qui présente Noam Dar qui s'entraîne avec Chassa Mules, enfin qui s'entraîne avec Sasha Mules, qui s'entraîne pendant que Chassa Mules il fait Chassa Mules quoi. Et Tyler Bate s'entraîne avec Trent Seven et ça fait du bien de les voir ensemble. Ils sont tellement potes tous les deux. Ça fait plaisir. Ils font plaisir à voir Tyler Bate et Trent Seven. Ensuite, Kaylee Ray et Ayla. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, c'est la fin du train de live. Excusez-moi, parce que je découvre un peu Twitch, donc ouais. Kaylee, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pris d'image? Ah non, j'ai pas pris d'image. Kaylee Ray et Ayla Dawn sont en coulisses, donc Kaylee Ray la championne et Ayla Dawn la sorcière blanche sont en coulisses et elles sont interrompues par Sid Scala qui est désolé et qui leur dit qu'elles ont un match en équipe la semaine prochaine contre évidemment Millie McKenzie et Meiko Satomura. Et faut que j'arrête de mettre l'accent Meiko Satomura. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Ayla Dawn a Kaylee Ray, elle est partie genre frustrée, genre putain ça fait chier. Mais Ayla Dawn, elle a regardé Sid Scala en souriant, genre un peu dérangeant. J'ai mis C+ à ce segment-là. J'aime beaucoup ce nouveau personnage d'Ayla Dawn. Je comprenais pas qu'elle soit pas plus qu'elle fasse pas plus de choses dans ce délire de sorcière blanche. Et là maintenant qu'elle le fait, je suis dedans. Je suis hypé, je suis bien. Merci à El Kebab 746. C'est moi où il y a beaucoup de kebab dans mon public. Et ensuite, on a eu le main event Pretty Deadly contre Emir Jordan et Kenny Williams. Et j'ai envie de dire que il s'est passé ce qui devait se passer, quoi. Il s'est passé ce à quoi on s'attendait. Je vais lire mes notes, ça va être plus simple. Avant de lire mes notes, il y a un élément que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un spot très fréquent dans le catch par équipe qui s'appelle le hot tag. C'est relativement facile à comprendre. C'est un des deux membres de l'équipe se fait tabasser par l'équipe méchante et il n'arrive pas à atteindre le coin de son partenaire pour passer le relais. Et quand ça arrive, évidemment, le gars qui vient d'avoir le relais, bah, il a tout le public derrière lui. C'est le feu. Voilà, il fait un comeback absolument hallucinant. J'ai bien aimé qu'ils construisent ça pour Kenny Williams parce qu'en ce moment, Kenny Williams, il est au bord du heel turn, c'est-à-dire qu'il est plus agressif, il est trop agressif, il n'hésite plus à tricher s'il y a besoin de tricher, et le fait que le hot tag soit construit pour lui, ça fait de dire, je suis enthousiaste, mais en même temps, il va faire des conneries si tu lui passes le tag. Donc ça n'a pas manqué, Kenny Williams a été extrêmement agressif, et à un moment donné dans le match, Lewis Howley pousse Sam Stoker dans l'arbitre. Et donc l'arbitre est KO, puisque, n'est-ce pas, les arbitres ont l'endurance d'une théière en porcelaine. Donc, à ce moment-là, évidemment, Kenny Williams se dit « Oh, l'opportunité !» Et du coup, vas-y, ouvre tes cookies, mon cœur. Kenny Williams en profite pour aller chercher les ceintures par équipe à l'extérieur du ring dans le but, n'est-ce pas, évident, de s'en servir comme arme. Mais Emir Jordan l'arrête en disant « Non, on avait dit qu'on tricherait pas, on avait dit qu'on gagne pas comme ça, on peut gagner à la loyale, on peut le faire, regarde, ils sont KO, viens, on les termine et puis on va gagner. » Kenny Williams regarde la ceinture, frustré, il la jette en dehors du ring, genre « Allez, d'accord, on va faire comme tu veux. » Et il voit l'autre ceinture par terre dans le coin, et puis il se dit « Oh, tu sais quoi ? Je t'emmerde. » Il prend la ceinture et il met un grand coup dans le dos d'Emir Jordan. C'était oh là là, c'était à la fois un peu attendu et en même temps exactement ce qu'il fallait que ce soit, donc c'était absolument parfait. Kenny Williams quitte le ring avec la ceinture, jette la ceinture par terre et les Pretty Deadly font leur spilt milk, leur prise de finition sur Emir Jordan pour conserver leur titre. Et donc nous sommes sur un B sans surprise. Petit épisode filler de NXT UK, c'est un peu dommage que la division par équipe soit pas considérée au même rang que les autres divisions. Ça fait vraiment... Il y a NXT UK Prélude la semaine prochaine, ça aurait été bien qu'ils gardent ce match-là pour la semaine prochaine, je pense. Maintenant,
Est-ce que c'est pas bien aussi que ce match-là soit le main event d'un show plutôt que juste un show au milieu de la carte? Ça se défend aussi, d'autant que la semaine prochaine, il va y avoir un match pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de... J'ai tellement hâte. Je vais déterminer l'aspirant numéro 1 à l'Heritage Cup de A-Kid, et évidemment un match de championnat pour le titre de NXT UK entre Walter et Rampage Brown. Donc de toute façon, ça va être extrêmement cool, et on va passer au recap de SmackDown. SmackDown. Pourquoi j'ai enlevé mes poils? D'une part, je les ai pas enlevés, je les ai coupés. Et ensuite, il reste une base. Il reste une base élégante et raffinée de 3 mm de poils. Alors, SmackDown a commencé avec Edge sur le ring, qui était vraiment très en colère. Edge, fais la colère. Bien. Et je vais lire parce que sinon je vais pas m'en sortir. Il dit que ce qu'il s'est passé à Fastlane et la semaine dernière à SmackDown, quand il a pété la gueule de Daniel Bryan, ne devait pas forcément avoir lieu. Ou peut-être que si, peut-être que c'est le prix à payer. Il était tellement focalisé sur Reigns, il n'a pas vu Daniel Bryan manipuler sa route pour WrestleMania. Il devrait être en colère contre Daniel Bryan, et il l'est, mais il le remercie également, parce que enfin, il aime son reflet dans le miroir. Enfin, il retrouve le personnage qui fera tout ce qu'il a à faire, l'ultime opportuniste, la Rated R Superstar. Je refuse de l'appeler la Superstar classée X, parce que là, ça fait vraiment... Voilà. Est-ce que... Est-ce que Edge a craqué à Fastlane et la semaine dernière? Oui, il a craqué, mais il s'est réveillé, c'est surtout ça qui s'est passé. Il est l'homme que Reigns et Daniel Bryan rêvent d'être, il est une légende de la WWE, et il dit que sentir la chaise claquer sur le dos de ses adversaires était très bon, et que le concerto, il s'agit de faire un sandwich de tête avec 2 chaises. Le concerto n'était pas loin la semaine dernière, mais qu'il finira par arriver. La seule raison pour laquelle on est sur un A- et pas un A, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'il était en train de dire en sous-texte, quoi, je suis un heel et je suis mieux en heel. Et moi, j'ai ouais. Et quand je regardais les écrans derrière le Thunderdome, enfin les écrans dans le Thunderdome, je voyais les gens applaudir. Et je me disais, ça veut dire que en régie, ils disent aux gens, applaudissez chez vous. Et du coup, ça veut dire que pour la WWE, Edge est toujours un babyface. Je suis un peu perdu là au niveau de mes alignements. J'ai pas l'impression que Edge se comporte. Pour moi, le seul qui se comporte comme un babyface, mais il y a un babyface qui a la niaque, c'est Daniel Bryan. Edge, pour moi, il se comporte plus. Il est plus capricieux qu'autre chose en ce moment, Edge. C'est-à-dire, j'ai gagné le Rumble, je veux un match 1 contre le champion, et cette espèce d'enfoiré qui essaye de voler ma place, ou qui essaye de s'insinuer dans mon match, ce qui va diminuer mes chances de réussite, je le déteste. On est plus sur du caprice qu'autre chose, et pour moi, c'est plus un truc de heel. Mais, apparemment, il reste babyface. Bon, écoutez, on verra. Mais je suis un peu, voilà, ensuite, on retrouve Edge en coulisses. Kayla Braxton lui demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé du Street Fight qui sera le main event ce soir entre Daniel Bryan et Jey Uso, et ce qu'il pense de la très forte probabilité pour que ça soit une façon pour Roman Reigns, le cousin de Jey Uso, d'affaiblir Daniel Bryan. Et il dit qu'il n'en a pas parlé parce que si Daniel Bryan n'est pas apte pour WrestleMania, ça lui va très bien. C'est à ce petit segment tout à fait mignon. Ensuite, Chad Gable et Otis sont sur le ring. Gable dit qu'il a transformé Otis en force de la nature et qu'ils remporteront le titre par équipe de SmackDown la semaine prochaine à SmackDown. Ils ont 2 cartes de WrestleMania et ils n'ont pas le moyen de foutre les titres par équipe de SmackDown. C'est dire s'ils en ont rien à foutre du titre par équipe, quoi, de SmackDown. Je dis SmackDown, Raw c'est exactement pareil. Raw a été, le titre par équipe de Raw a été mis en scène pour WrestleMania de façon à mettre en avant les débuts d'un catcheur solo, quoi. Le catch par équipe n'est pas la priorité de la WWE, ni en ce moment, ni depuis que j'ai repris en 2017, hein, vraiment. Voilà, donc le match pour le titre par équipe de SmackDown aura lieu à SmackDown la semaine prochaine. SmackDown qui servira de gros kick-off de WrestleMania, puisqu'on aura également la Battle Royale André le Géant à SmackDown.
J'ai même pas envie, j'ai même pas envie d'être négatif. Vous savez quoi? On a eu un match entre toutes les équipes qui vont s'affronter la semaine prochaine. Donc l'Alpha Academy de Chet Gable et Otis, les Dirty Dogs qui sont les actuels champions en équipe de Robert Wood et Dave Ziggler. Les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins, et Rey Mysterio et fils. Et j'ai mis un B au match. Parce que y a rien qui va, mais le match il est bien. Voilà. On voit Chad Gable catcher, c'est très très cool. Montez Ford saute par-dessus la corde et se jette sur les gens, et c'est chouette aussi. Rey Mysterio et son fils Dominique sont très mignons ensemble. Voilà. En plus, Otis est très protégé, c'est-à-dire que quand il fait un splash de la deuxième corde, j'ai envie de me dire, si je me prenais c'est l'équivalent de se prendre une bibliothèque, mais avec de l'élan. Donc oui, ça vaut le coup de le protéger. Bref, j'ai mis un B parce que ils sont cool, le match était cool, et j'ai pas envie de râler. Voilà, c'était bien. C'était bien. Et en plus, je les connais tous, je suis capable de vous parler de tous leurs personnages. Parle pas de ça. Ensuite, ouais, par contre j'ai écrit, ils ont eu la promo sur le ring avant le match, ils ont gagné le match. Par expérience, j'ai envie de dire que ça fait qu'ils n'ont pas beaucoup de chances de remporter le match la semaine prochaine. C'est dommage parce que c'est ceux que j'espère le plus voir gagner, Chad Gable et Otis. Mais bon, ensuite on est dans le bureau de Adam Pearce et Sonya Deville, le coin du couloir où ils ont mis une table et une télé pour faire passer ça pour un bureau. Donc Adam Pearce et Sonya Deville sont dans leur bureau. Et Heyman les rejoint et demande à ce que Jey Uso ne puisse pas être tenu responsable de ce qu'il fera à Daniel Bryan. Donc déjà je me dis, c'est un street fight, pourquoi est-ce que... j'imagine que le but, comment dirais-je, extra-diégétique du truc, c'est renforcer la menace du match. Genre, waouh, ils veulent pas que Jey Uso soit tenu responsable, qu'est-ce qu'il va lui faire? Et en même temps, je me dis, c'est un street fight, ils vont s'en mettre plein la gueule, c'est déjà, on sait déjà que ça va barder. Et alors, deuxième truc bizarre, Adam Pearce allait contre-argumenter, allait dire non, dis non, mais Sonya Deville, qu'on n'a pas vu depuis 3 semaines, est d'accord avec Paul Heyman. Sonya Deville qui n'a jamais été présentée une seule fois comme heel depuis qu'elle est devenue assistante au pas général manager Adam Pearce. Très bizarre ce segment. J'ai mis C- parce que ça... plusieurs choses qui marchent pas. Ensuite, Seth Rollins est arrivé sur le ring déguisé en vache Milka. Cesaro est apparu sur le ring. Il n'a pas eu d'entrée. Seth Rollins a fini son entrée et quand il est arrivé, Cesaro était là. Corey Graves demande à Cesaro si ça peut être le moment de sa carrière, étant donné que c'est son premier match solo à WrestleMania, ce qui est incroyable. Je crois qu'il est à la WWE depuis plus de 11 ans, 12 ans. J'en reviens pas que ce soit son premier match solo à WrestleMania. Seth Rollins rappelle son palmarès à lui à WrestleMania, qui est... en fait, il est pratiquement invaincu. Il a perdu 2 matchs à WrestleMania, dont un à un WrestleMania où il a été l'attraction principale de la soirée en encaissant sa mallette Money in the Bank dans le main event. Il a perdu un match contre Randy Orton à ce WrestleMania-là, dont j'ai oublié le numéro et j'ai oublié la date. Et il a perdu l'année dernière contre Kevin Owens. Et il dit donc qu'avec ce palmarès à WrestleMania, il ne peut pas être déstabilisé. Ce à quoi Cesaro dit qu'il sait qu'il va gagner, qu'en plus il va l'embarrasser. Rollins rappelle qu'il ne peut pas être déstabilisé. Il s'en fout de tout ce que Cesaro a à dire. Jusqu'à ce que Cesaro reparle du swing d'il y a 2 semaines. Et là, Rollins s'énerve. Là, il perd tous ses spaghettis. Là, il se met à engueuler Cesaro vraiment très très fort. Et il dit qu'il va le défoncer maintenant et qu'il n'a pas peur de... Voilà. Et Cesaro l'y encourage avec un jeu de mots qui est malheureusement intraduisible. Il dit take a swing, qui veut dire tente ta chance. Mais voilà, c'est swing. Il réévoque le swing. Il y a peu de segments où je me dis j'aurais aimé qu'un public soit là. Mais là, Cesaro qui dit take a swing, ça manquait d'un public qui fasse oh. Ça aurait été vraiment très cool. Donc voilà, j'ai mis un B à ce segment-là. Il est bien protégé, Cesaro, j'espère. Alors, je parlerai des chances que je pense qu'il a quand on fera les pronostics de WrestleMania samedi prochain dans l'après-midi.
Mais vraiment, j'espère surtout que le push de Cesaro va continuer après WrestleMania. C'est pas tant que j'espère qu'il va gagner, c'est que j'espère que tout va pas s'arrêter à WrestleMania. Après, alors, c'était génial. Alors, on voit juste Carmella, et j'ai legit écrit « Oh, Carmella est vivante !» Parce que c'est comme Bayley, on sait pas ce qu'elles deviennent. Donc Carmella est vivante, ça c'est la bonne nouvelle. Et on voit Nia Jax et Shayna Baszler arriver avec Reginald. Reginald murmure un truc à l'oreille de Nia Jax. Nia Jax dit à Carmella, bah dis donc, t'as pas été gentil avec mon petit bonhomme. Et elle s'en va. J'ai envie d'imaginer que Reginald a dit à Nia Jax, c'est elle a été méchante avec moi. Et j'ai été mauvaise langue, je l'ai écrit après. C'était l'apparition de Carmella pour la soirée. Non, Carmella aura un match dans la soirée. C'est Noël, c'est Noël pour Carmella. Non seulement elle est là, mais en plus elle fait quelque chose. Ensuite, on va pas rester très longtemps sur ça. L'autre jour, j'ai mis 2 E à Raw, et vous aviez l'air très surpris en disant ouais, un E, ça n'arrive jamais. Est-ce que ça n'arrive jamais, ou est-ce qu'on est vraiment sur une très mauvaise passe en termes de catch féminin? Donc, Nia Jax est au commentaire, et la seule note que j'ai prise, c'est Natalya Baszler en 35 secondes avec un roll-up. Le roll-up le plus mou de la galaxie. C'est-à-dire qu'elle fait un petit paquet, l'arbitre compte jusqu'à 2, Shayna Baszler tangue un peu, ce qui fait que Natalya, que vous voyez là, tombe sur ses épaules. L'arbitre compte jusqu'à 2, elle se remet dans la première position, l'arbitre compte jusqu'à 3. 35 secondes. La raison pour laquelle c'est un E et pas un D, c'est que ça nous renvoie à la période très très sombre de l'ère des divas de la WWE, où les catcheuses avaient le droit à des matchs de moins d'1 minute, et voilà. Sois belle et catch pendant moins d'1 minute. Alors, je dis pas qu'on retourne à l'ère des divas, parce qu'on en est loin. Il y avait plein d'autres trucs qui allaient pas à cette époque-là, mais les matchs de moins d'1 minute, c'était un des énormes problèmes de cette ère-là. Au-delà de ça, Shayna Baszler s'est pris je sais pas combien de tombées depuis qu'elle est devenue championne par équipe. Ça devrait être l'une des catcheuses les plus protégées, les plus fortes de la division, et elle se fait battre tout le temps en 35 secondes par Natalya, quoi. Tout le respect que j'ai pour Natalya, bien sûr. C'est juste que Natalya, c'est le mid-card, c'est vraiment la démarcation mid-card de la division féminine. Se faire battre en 35 secondes par Natalya, c'est hyper humiliant. Et en plus, Natalya sort pas grandi de cette victoire-là, parce que c'est 35 secondes, quoi. Oui, t'as eu de la chance, bravo. Et j'ai écrit après, on cut moins d'1 seconde sur Carmella qui regarde le match en coulisses. J'ai l'impression que ça a été conçu pour m'énerver. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui m'en veut à moi personnellement. Et alors après, voilà, j'ai pris cette image-là parce que ça me semble assez parlant dans le fait que ça parle absolument pas. Alors, après, je vais lire mes notes parce que sinon je vais pas m'en sortir. Après le match, Nia Jax intervient, évidemment, disant, mais dis donc, t'as perdu en 35 secondes, espèce de grosse nulle. Et Jax et Baszler cassent la gueule à Natalya et Tamina. Le Riot Squad intervient. Ça fait des semaines qu'on les a pas vus. Et elles essaient d'agresser Jax et Baszler, ça marche pas très bien. Elles y arrivent un peu, mais pas trop. Ensuite, Dana... te plante pas. Mandy Rose et Dana Brooke, ouais, Mandy Rose et Dana Brooke, et pas Mandy Brooke et Dana Rose, alors que ça sonne beaucoup mieux. Mandy Rose et Dana Brooke arrivent et pètent la gueule au Riot Squad. Et pour finir cette espèce de portrait absolument fantastique, Lana et Naomi arrivent et cassent la gueule au Riot Squad aussi, mais aussi à Jax et Baszler. Et Tamina et Natalya arrivent et tapent Lana et Naomi. J'ai conclu, c'est assez symbolique. Merci beaucoup pour les beats Peraltaro. C'est assez symbolique de la division féminine par équipe de la WWE. Des catcheuses sans lien, sans histoire, qui se jettent les unes sur les autres dans l'anarchie la plus totale. C'est la division par équipe féminine de la WWE. J'ai mis D+, et la raison pour laquelle on est sur un plus, c'est parce que, en coulisses, Billie Kay a proposé son CV à Carmella, qui a accepté de le lire. Une histoire! Oui, racontez-nous l'histoire! Carmella n'a plus de sommelier, Eve cherche quelqu'un, Billie Kay cherche sa place dans la division par équipe féminine. Oh, ça connecte!
C'est logique. Elles sont que deux, leur lien est facile à comprendre. Oui. Et quelque chose pour Billy Kay, quelque chose pour Carmella. Ouais. Tout bien. Merci. Dommage que ça arrive après un énorme segment de merde et un match qui sent le fond d'un cul. Mais sinon, c'est vraiment bien. Ensuite, alors je suis le premier surpris à avoir foutu ce segment-là, parce que je me disais, ils vont ruiner la rivalité entre Sami Zayn et Kevin Owens. Non seulement absolument pas, mais en plus ils l'ont augmenté. Alors Sami Zayn a dit la semaine dernière qu'il allait accueillir Logan Paul, le youtubeur Logan Paul, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, c'est la première fois que je le vois. Je veux dire, c'est la première fois que j'ai déjà entendu son nom, mais c'était dans des articles de journaux qui disaient oui, controverse, dis donc, forêt des suicides. J'ai pas compris grand chose, mais bon, un youtubeur est controversé. Ok. Donc voilà, Sami Zayn avait annoncé Logan Paul sera là pour l'avant-première du trailer de son documentaire qui va prouver qu'il y a une conspiration contre lui. Je dis bon, pourquoi pas, si vous voulez, faites intervenir des célébrités, c'est bien, ça fait venir le monde, ça fait regarder, c'est bien. Donc Logan Paul arrive, en chair et en os. J'ai écrit Sami Zayn est trempé, il doit crever de chaud dans sa veste. Avant de lancer l'avant-première, Sami propose à Logan Paul d'être son invité à WrestleMania et Logan Paul accepte. Zayn en fait trop, mais il en fait trop dans le trop, il est parfait. Sami Zayn est parfait. Et alors arrive le trailer lui-même qui est très très drôle. On voit Sami Zayn avec un tableau en liège relié, des trucs avec du fil rouge, avec tous les arbitres de la WWE. Il dit qu'il a développé une peur, une haine insensée envers les zèbres. Parce que les arbitres, ils portent des rayures blanches et noires. Le trailer est vraiment très très drôle. Le trailer est très très drôle. Quand ils reviennent sur eux, Logan Paul fait cette tête là. J'ai écrit Logan Paul est un meilleur acteur que 95% du roster. C'est-à-dire que il a plus de, peut-être parce qu'il a plus de liberté aussi, mais il fait moins robot que beaucoup de catcheurs de la WWE qui font vraiment je vais à présent faire mon segment et dire ce qu'il convient que je dise. Baron Corbin par exemple est très comme ça. Logan Paul, il fait très naturel, et il dit écoute, faut que je te dise, j'ai parlé à Kevin Owens avant, pendant que tu étais en train de te changer dans les vestiaires, et il m'a dit que tu étais un peu délirant, que tu vivais un peu dans un monde à toi qui n'était pas la vérité. Sami Zayn qui commence à Sami Zayn, j'ai vraiment l'image de la cocotte minute qui fait qui explose pas mais qui est jamais très très loin. Sami Zayn commence à s'énerver, puis il se calme parce que c'est Logan Paul, il n'a pas envie de s'énerver contre lui. Et au moment où il lui demande qu'est-ce qu'il a pensé de son trailer, Logan Paul dit écoute, ça se voit que tu as mis beaucoup d'efforts. Et avant qu'il puisse finir, Kevin Owens colle un stunner à Sami Zayn. Alors, non seulement c'est un peu cool, mais en plus, il dit à Sami Zayn une fois par terre que il va continuer de s'en prendre des comme ça jusqu'à ce qu'il revienne à ses esprits et qu'il admette qu'il n'y a pas de conspiration contre lui, de complot contre lui. Et le détail que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que Kevin Owens, en partant, a poussé Logan Paul. Il a juste écarté de son chemin. Et je me dis, Logan Paul va faire quelque chose dans le match la semaine prochaine, à WrestleMania. D'une part, c'est incroyablement cool qu'on ait un match Kevin Owens contre Sami Zayn à WrestleMania. Pas beaucoup de build, mais un build très efficace. C'est-à-dire que j'ai envie de voir ce match, et ils n'ont rien fait pour me passer l'envie de voir ce match, contrairement à d'autres matchs. Et en plus, il rajoute Logan Paul qui va ramener des yeux sur le produit et qui va en plus probablement être jouant dans ce match-là. C'est chouette. Mais tout tourne pas autour de Logan Paul. Logan Paul est un pion dans l'histoire. Sami Zayn contre Kevin Owens. Quel plaisir. Quel plaisir quand ça se passe bien. C'est génial. C'est génial. Ensuite, Edge va voir Adam Pearce et Sonya Deville. Et il leur dit qu'il sera au commentaire pour le Street Fight du Main Event, donc pour le Street Fight entre Jey Uso et Daniel Bryan. Ensuite, on demande à Kevin Owens pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait un stunner à Sami Zayn. Moi, j'aurais répondu, tu l'as entendu parler. Mais bon, voilà, il dit qu'il voulait faire passer un message. Sami Zayn l'attaque dans le dos. J'ai écrit, waouh, c'était pas la peine. Pour ça que j'ai mis un C-, c'est que ça m'a semblé très redondant comme segment après l'avant-première du teaser de son documentaire.
Ensuite, la pauvre Bianca Belair. Je dis la pauvre Bianca Belair, mais parce que je me rends compte que j'en ai plus rien à foutre de ce qu'elle dit, quoi. Bianca Belair est interviewée en coulisses. Elle parle de Sasha Banks, dit que tout ce bordel a commencé avec Carmella, parce que Bianca Belair va avoir un match contre Carmella. Donc tout ce bordel a commencé avec Carmella et avec son sommelier Reginald. Et j'ai énormément de mal à m'intéresser à ce que Bianca Belair raconte. C'est-à-dire que il y a 2 ou 3 semaines, l'un d'entre vous m'a dit oui, Sasha Banks, c'est parce que vous commencez toutes vos phrases par oui. Sasha Banks et Bianca Belair font équipe, c'est censé être les 2 faces, et pourtant je peux blairer aucune des 2. Ce à quoi j'avais répondu, Sasha Banks, je comprends parce qu'elle fait tout pour être détestable. Pas Bianca Belair, je trouve pas qu'elle soit détestable. Je trouve qu'elle est un peu arrogante, mais c'est son personnage. Elle est sûre d'être la meilleure, et elle est plus confiante qu'arrogante. Et en fait, cette rivalité a complètement dégonflé en ce qui me concerne. J'ai toujours hâte de voir le match. Ils n'ont pas entamé ma volonté de voir le match parce que c'est 2 catcheuses exceptionnelles. Mais j'avais plus hâte de voir le match il y a 2 mois que maintenant. Je continue de penser que ça va être un match génial. Mais waouh, j'en ai plus grand chose à foutre de Bianca Belair et c'est triste. Hein. Mais j'en ai plus grand chose à foutre de Bianca Belair à SmackDown. À WrestleMania, ce sera sûrement une autre histoire. Donc évidemment, Carmella agresse Bianca Belair avant le match, mais Bianca Belair gagne relativement vite avec le Kiss of Death. Voilà. J'allais mettre C+, dans le sens où c'était un pas dans la bonne direction. C'était enfin, comment dirais-je... ils ont tout fait pour déhyper le match. Et là, il y a... Regardez, Bianca Belair bat une ancienne championne de SmackDown, bat la précédente challenger de Sasha Banks. Voilà, on construit Bianca Belair. Je sais pas combien de semaines trop tard, mais on le fait. Mais, la raison pour laquelle j'ai pas mis un C+, où est Billie Kay? Vous venez de mettre en relation Carmella et Billie Kay dans le même épisode quelques dizaines de minutes avant. Pourquoi Billie Kay n'était pas là? Pourquoi Billie Kay n'a absolument pas joué dans ce match-là? Vous allez me dire, c'est tôt, peut-être que Carmella n'a pas... Mais enfin, visuellement, au niveau de l'histoire, quoi, si vous voulez, on vient de les voir ensemble. Il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas. C'est le seul truc qui m'a empêché de mettre un C+, c'est pour ça que je suis redescendu à C. Mais alors après, on a un D. Sasha Banks arrive dans le dos de Bianca Belair, va pour l'agresser. Bianca Belair se dégage de la prise de Sasha Banks et pointe le signe de WrestleMania du doigt. Et Sasha Banks dit ok. Genre, j'allais t'agresser, mais non, effectivement, ouais, c'est à WrestleMania qu'on a le match. Je crois que Sasha Banks est arrivé trop tôt, tu sais. Genre, comme tu te plantes 2 jours à un rendez-vous, t'arrives et on dit ah non, mais c'est dans 3 semaines. Ah, pardon, d'accord, désolé. Qu'est-ce qu'elles ont. Ils font vraiment tout pour qu'on n'ait pas envie de voir ce match. C'est-à-dire que là, Sasha Banks passe vraiment pour une guignolo. Je vais te taper. Ah non, tu vas pas me taper, on a dit la semaine prochaine. C'est vrai, on avait dit la semaine prochaine. Je vais donc pas te taper. Si vous avez un avis divergent, n'hésitez pas à le mettre en avant, hein, surtout. Ensuite, Corbin dit qu'il va battre McIntyre à Raw et qu'ensuite il va battre Lashley. Je lui dis non. Ensuite, Apollo Crews défie Biggie à un Nigerian drum fight à WrestleMania. Donc un tambour nigérien, un combat à tambour nigérien. Oh! Un type de match qui n'existe pas, chouette. J'ai l'air de me moquer, mais c'est souvent ça. C'est souvent quand ils introduisent une gimmick qui n'existe pas. Derrière, ça fait un match au moins exotique. C'est-à-dire le Firefly Funhouse match de l'année dernière était absolument brillant, personne ne savait ce que c'était. Le Graveyard match, pareil, personne ne savait ce que c'était et il a été très chouette. Bon, évidemment, j'ai les contre-exemples qui arrivent dans ma tête directement avec le Punjabi Prison match qui était vraiment une daube. C'est une espèce de double Hell in a Cell match. Il y a 2... Bon, bref, bon, on va en parler. Donc là, Nigerian Drum Fight, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai hâte de voir. Excusez-moi, je réagis à ce que Doc Legolas est en train de dire cette gimmick d'Apollo qui fait rire que Vince. Pour avoir vu des retours de personnes d'origine nigériane et même des personnes nigérianes, ils sont vraiment très contents et très très fiers que leur culture soit représentée à la WWE. Donc c'est pas une culture pour faire rigoler un vieux blanc, c'est de la vraie variété culturelle. Je pensais comme toi, je pensais ah là là c'est raciste. C'est-à-dire que c'est pas raciste du tout et que c'est que Apollo Crews embrasse cette gimmick avec beaucoup de respect.
Mais je te dis, au départ, je me disais, attends, est-ce que c'est raciste? Et puis tu te renseignes un peu, tu demandes à des gens qui pourraient se sentir concernés, est-ce que c'est raciste? Ils te disent non, non seulement c'est pas raciste, mais en plus c'est trop cool. Ok, cool. Et enfin, nous avons le main event, Jey Uso contre Daniel Bryan dans un Street Fight. C'est bien un personnage de Street Fighter, gars. Ouais, c'est un personnage de Street Fighter. Bref. Alors, évidemment, Roman Reigns intervient relativement rapidement pour s'installer en haut de la rampe dans son fauteuil que Paul Heyman lui ramène, son fauteuil à roulette. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la subtilité, j'ai envie de dire, la subtilité de Edge, qui est donc au commentaire, comme il l'a annoncé plus tôt, et qui dit du mal de Daniel Bryan, mais en disant du mal de Daniel Bryan, il dit aussi du mal de Reigns, mais indirectement, quoi. Genre, il va dire, je suis le meilleur, c'est moi qui vais remporter le match. Et Jey Uso, ça l'emmerde un peu. Il continue de meubler, il continue de construire le triple menace, c'est-à-dire qu'il y a toujours une rivalité entre Edge et Roman Reigns. Parce que la rivalité entre Edge et Daniel Bryan, elle est évidente, la rivalité entre Daniel Bryan et Roman Reigns, elle est évidente, mais ils n'oublient pas que c'est vraiment un triple menace en triangle. C'est pas 1 contre 1, et puis il y en a un qui vient faire chier. Non, 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 ils sont tous... ils se cherchent tous. Ils se cherchent tous, et puis ils se trouvent tous. J'ai écrit Jey Uso frappe Daniel Bryan avec une chaîne en acier, puis lui fait un frog splash, mais Daniel Bryan s'en sort, et Edge est surpris. Un autre point très positif de ce match-là, c'est que Edge a pas arrêté de mettre en avant Jey Uso, de rappeler que Jey Uso n'est pas un... Battre Jey Uso, c'est pas facile, faut pas le considérer comme acquis, pas considérer la victoire de Daniel Bryan comme acquise. Et je trouve ça bien, parce que c'est vrai que là, Jey Uso fait un peu troisième roue, et effectivement, il mérite bien son surnom de Main Event Jey Uso, parce qu'il il est dans le Main Event de SmackDown très 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 régulièrement. Il gagne pas souvent, mais il y est très régulièrement. Genre la semaine dernière, il était dans le Main Event de SmackDown, il me semble. Ouais. La semaine d'avant aussi, la semaine d'encore avant aussi, la semaine d'encore avant aussi, la semaine d'encore avant aussi, putain mais oui, hein, il y est tout le temps, bref. Autre passage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est quand Daniel Bryan a pris une chaise et a commencé à s'en prendre à Jey Uso avec une chaise, et puis ensuite lui a planté la tête plusieurs fois dans la table des commentateurs. Il n'a pas quitté Edge des yeux, c'est-à-dire qu'il s'en prenait à Jey Uso, mais l'attention n'était pas sur Jey Uso, l'intention non plus, l'intention c'était regarde Edge, regarde ce que je vais te faire, regarde ce que je peux te faire. Excusez-moi, je vois qu'on a un petit Monsieur Bonheur dans le chat. C'est de temps en temps, je jette un coup d'œil sur le chat, et puis je vois, il y a quelqu'un qui est pas content. Et puis à chaque fois, je regarde qui c'est. Toujours le même. C'est assez rigolo. Daniel Bryan frappe plusieurs fois Jey avec la chaîne que Jey Uso avait mise sur le ring, et il lui porte le Yes Lock, et Jey abandonne. C'est la raison pour laquelle on est sur un A-. C'est parce que ils ont vraiment traité le fait que Jey Uso abandonne comme quelque chose de très 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 sérieux et très difficile à atteindre ces dernières semaines et ces derniers mois. Je trouve qu'il aurait pas dû abandonner encore une fois à Daniel Bryan. Je pense que c'était pas... Il aurait dû faire le tomber. Ça aurait été plus... pour protéger cette idée que Jey Uso n'abandonne pas facilement. Tu me diras, il a abandonné 2 fois contre la même personne, donc du coup ça reste relativement protégé, mais... Voilà, j'ai cette petite réserve. Je regarde juste les photos que j'ai afin de pas pas passer d'image trop tôt. Ouais, j'ai bien fait. Après le match, Daniel Bryan colle un running knee dans la gueule de Edge, prend Edge et lui met la tête dans le poteau à plusieurs reprises. Et ensuite, moment absolument génial où il croise le regard de Roman Reigns qui est resté assis sur son fauteuil en haut de la rampe pendant tout le truc. Et où là il se dit, cette personne va venir me casser la gueule. il se lève de son fauteuil et Daniel Bryan court vers lui. Roman Reigns prend son fauteuil, lui jette le fauteuil, Daniel Bryan l'esquive, il esquive un coup de la corde à linge de Reigns, et il lui colle un running knee dans la face, et ensuite l'emprisonne dans le Yes Lock, en lui ordonnant d'abandonner. C'est trop cool, c'est trop cool, j'en peux plus, je veux voir ce match maintenant s'il vous plaît. Ils ont très très bien, c'est le match le mieux construit de WrestleMania à mon avis, mais toujours à mon avis, on va avoir un WrestleMania 2 dingue. J'ai très hâte de vous faire les pronostics parce que il n'y a pas un match
que j'ai vraiment pas envie de voir dans cette carte. Il n'y a pas un match. Donc on en parlera quand on fera... on en parlera quand on fera... c'est la feud qui sauve la WWE. Oui, c'est ça, parce que sinon tout le reste c'est de la merde. Tout le reste c'est caca. Attends, bouge pas, voilà, enfin, cette rivalité-là, est-ce qu'elle sauve la WWE? Je suis pas sûr, parce que pour moi, elle est correcte, quoi. C'est-à-dire, ça devrait être le niveau moyen, quoi, pour la WWE, dans le sens où ils ont déjà tout ruiné. Je veux dire, on a Shane McMahon contre Braun Strowman, bon. On a, voilà, match Cesaro contre Seth Rollins. Qu'est-ce que Seth Rollins fout dans le mid-card? On sait pas. Rhea Ripley qui sort de nulle part pour Asuka. À moitié plein, bordel de merde. Ça va être génial. Ça va être absolument génial. Ça va être tellement marrant. Ça va être tellement... Oui, même Shane contre Braun Strowman. Shane, il va tomber d'un truc très très haut. Ça va être... Shane, il a eu le meilleur match. Le match le plus marrant, le plus divertissant à WrestleMania, je sais plus quand. WrestleMania 30 quelque chose. 35, 36. Non, 36 c'était l'année dernière, donc 35. Contre The Miz. Il était tellement marrant ce match. Quand The Miz a jeté Shane McMahon sur la table des commentateurs et qu'on a vu Christophe Ajus faire "Oh mon Dieu!" C'était absolument trop cool. Quand ils sont tombés sur le caddie de golf, le père de The Miz qui... Je vais te péter la gueule. C'était vraiment trop cool. Et je pense qu'on va avoir un match à peu près du même acabit. J'ai très très hâte de voir WrestleMania cette année. Noctisaic me dit salut Lynx, je trouve que la division féminine de NXT UK n'a pas de punching ball ambulant. Lorsque je regarde les matchs, même si... Bon, il y a Alia James. Lorsque je regarde les matchs, même si on peut deviner qui va gagner, je trouve qu'il y a toujours un bon combat et que ça se termine pas sur un fond roll-in. Je trouve que tout le monde a le moyen de briller. Est-ce uniquement le booking, les athlètes ou autre chose? Merci encore pour ton travail, mais elle est très fière de porter à m'avoir. C'est pas uniquement le booking, mais c'est le booking. C'est-à-dire que ils pourraient pas faire ça avec des catcheuses qui seraient pas bonnes, qui seraient pas compétentes. Mais tous les rosters que je suis ont des divisions compétentes et le booking fait le reste du taf. Elles sont toutes protégées. Genre, je dis Alia James est relativement nouvelle. C'est normal faut qu'il y ait des catcheuses en bas de la carte. Il faut. C'est comme Josh Morrell, il est nettement meilleur que sa présentation à NXT UK, mais il faut des catcheurs qui se fassent battre tout le temps. Jack Starks, ça a été un jobber à NXT UK depuis le début d'NXT UK, mais là en ce moment, voilà, je me suis attaché à son personnage, il a jamais gagné un match, mais je le trouve cool, je le trouve... tu vois, c'est une question de booking. Peralta Roro me dit salut Lynx, comment vas-tu? Désolé si c'est une redite, j'ai l'impression qu'un bot a bloqué mon message. Sale bot. Je ne comprends pas pourquoi Edge est un heel alors qu'il a raison, car Daniel Bryan débarque dans son match qu'il a gagné grâce au Royal Rumble, qu'il a gagné en étant le premier entré quand même. Alors que la dernière fois où la même chose s'est passée, Becky Lynch en Edge et Charlotte Flair en Daniel Bryan contre Ronda Rousey en Roman Reigns, Becky Lynch était la face des explications. Bien sûr, explication très très rapide et très facile. D'une part, le Royal Rumble garantit que Edge aura un match à WrestleMania, pas qu'il aura un match 1 contre 1 à WrestleMania. Donc il a rien à dire sur le fait qu'il y a quelqu'un de plus. Maintenant, je comprends que c'est frustrant, tu vois, c'est pas totalement déconnant, c'est pas totalement déraisonnable. Mais surtout, Daniel Bryan a remporté l'Elimination Chamber qui lui accordait le droit à un match de championnat contre Roman Reigns. Si tu me dis match qu'il a eu, je te réponds, si tu comprends la frustration de Edge, comprends celle de Daniel Bryan. Il a eu le match de championnat juste après, c'est pas normal. Ensuite, il a réaffronté Roman Reigns parce qu'il a exigé un match et il me semblait tout à fait en droit d'exiger un match à la loyale contre Roman Reigns. Et Roman Reigns s'en est sorti. Bref, c'est pas Charlotte Flair c'est pas comme si Charlotte Flair avait gagné avait effectivement gagné, enfin non, avait officieusement gagné 2 matchs contre Ronda Rousey et que elle exigeait d'avoir un match officiel. Non, Roman Reigns, Charlotte Flair, Vince McMahon a fait Charlotte Flair et Charlotte Flair était dans le match. Là non, là Daniel Bryan a battu plusieurs fois Roman Reigns. C'est pour ça qu'il veut être dans le match. Naka me dit salut Lynx, depuis peu au chômage. Oh, je suis désolé. Je peux enfin me permettre de voir tes lives en live. Ah, c'est bien de voir le verre à moitié plein. Mais je veux choquer personne. Excusez-moi. Si c'était de mauvais goût, je retire. Ma question, une Broken Skull Session a été annoncée avec Chris Jericho. J'en reviens pas. J'ai vu ça, j'en reviens pas. C'est vraiment trop cool. Est-ce que cette émission t'intéresse en général? Non, jamais. Et est-ce que cet épisode avec le démogod d'AEW peut faire du bien au business? Ça peut faire que du bien. Et aux gens qui veulent la guerre entre W. Mais ces gens-là qui essayent de se faire foutre.
Pourquoi on voudrait une guerre entre WWE et AEW? On a 2 fois plus de catch que d'habitude. Je comprends pas. Je comprends pas. Dire, même moi qui ai un peu de mal à rentrer dans AEW, ça me frustre parce que j'ai envie de rentrer, j'ai envie d'aimer tout ce que je peux aimer dans le catch. Je ne comprends pas cette mentalité à la con. On voit Chris Jericho avec Stone Cold, c'est trop cool. C'est trop cool parce que ça veut dire que la porte est pas complètement fermée. À certaines conditions, on peut avoir des interactions entre la WWE et AEW. C'est génial. Enfin, ça me... Je suis désolé, hein, je comprends pas. Et quand je comprends pas, ça m'énerve un peu. Robbie Kenway me dit « Hello Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien. S'il te plaît, aide-moi. Quel est ton secret pour être hypé pour le match Bad Bunny contre The Miz ?» Bad Bunny a l'air à fond dedans. Apparemment, il s'entraîne très très dur pour avoir un match correct à WrestleMania. C'est tout à son honneur. The Miz, je garde en mémoire The Miz contre Shane McMahon il y a 2 ans. Voilà, ça peut être très divertissant. Ça va être un match divertissement et ça peut être très bien fait. Voilà. Concernant les autres sujets maintenant, West Indies 97 me dit Yo Lynx, comment tu vas? Ça va très bien. C'est par rapport à ce que tu as dit au début du live, ne deviens pas trop lisse non plus. Des fois, il faut être salé quand ça mérite d'être salé. Oh, mais ferme ta gueule! Moi, genre, comme ça par exemple. C'est une blague évidemment. Moi, je regarde tes récaps parce que tu es trash. Oh, trash, tout de suite, je suis trash. Je pense pas avoir pissé sur le bureau. Et j'aime bien quand on dit les choses clairement, un peu comme Sturi. Eh ben Sturi, c'est un connard, voilà. Je le pense pas une seule seconde. Je suis très content qu'il soit revenu de sa maladie. Promo dit ça veut rien dire. LSD 1350 me dit je te regarde de la Suisse. Eh ben t'as une bonne vue. Swifty me dit salut Link, comment ça va? Je pense que tu n'as pas vu, mais Sturi t'a rendu un bel hommage hier sur son live, notamment sur le public mainstream que tu as ramené dans le catch. Je ne l'ai pas vu, j'irai jeter un œil. Penses-tu faire un jour des vidéos discussion autour du catch avec des youtubeurs catch? Catch Club Sturi, bonne journée. Non, parce que j'estime que mon avis est le seul à être le bon. Non, parce que j'ai du mal avec les gens. J'aime pas confronter mon avis. Parce que généralement, je m'écrase. Je considère que tout le monde a son avis et que mon avis vaut pas plus qu'un autre. Nobunaga 40 me dit rebonjour monsieur Lynx, je sais que vous préférez être tutoyé mais j'ai un peu de mal à le faire. Vous, moi il n'y a pas de souci, c'est une façon de montrer mon respect. Écoute, le respect c'est... non, j'ai que des métaphores sexuelles qui me viennent et du coup on peut rien montrer de ces choses-là. Bref, un message pour vous dire que vous êtes génial et que grâce à vous j'ai découvert Les Somnambules de Chuck Wendig qui a l'air fort sympathique du peu que j'ai lu pour l'instant. Je l'ai fini hier soir. J'ai réussi à le finir. Je vous donne pas mon avis, mais je vous donne pas mon avis. Mais vous le découvrirez dans le coin lecture. C'est pour ça, pour ceux qui suivent, j'ai pas envie de spoiler. Mais je crois que j'ai lu pendant. Je crois qu'il m'a fallu plus de 16 heures pour le finir. C'est un gros bouquin. Allez, c'était la dernière question. Merci à tous d'avoir été là, merci à tous pour votre patience, merci à tous pour... Ah oui, je vois que Johansson a lancé un raid avec une personne, merci beaucoup à toi, c'est cool. Et merci à tous donc d'avoir été là, d'avoir participé, c'est vraiment très très chouette. On se donne rendez-vous pour le début de la semaine de dinguerie, là, la semaine qui commence mardi, pour le bilan du Go Home Show de Raw avant WrestleMania. En espérant que le show soit un peu meilleur que cette semaine. Non, en espérant que le show soit beaucoup meilleur que cette semaine, parce que cette semaine c'était vraiment de la grosse merde. Et après ça va être un live par jour. Donc mardi midi on fait le bilan d'Euro, mercredi midi on fait les pronostics de Takeover nuit 1 et nuit 2. Jeudi midi on fait le bilan de NXT Takeover nuit 1 et de AEW Dynamite. Le vendredi on fait le bilan de NXT Takeover Stand and Deliver nuit 2. Il y a un chat qui vomit. Donc ça c'était vendredi. Le samedi midi, on fait le bilan de SmackDown, de NXT Takeover, de NXT UK Prelude et de 205 Live. Samedi dans l'après-midi, on fait le pronostic de WrestleMania avec comme invité spécial meuf splendide, femme fantastique et magnifique qui fait un sourire tout à fait crispé, genre comme ça. Comme le sourire de Stephanie McMahon quand elle essaye de sourire. Donc ça c'était samedi. Dimanche, bilan de la nuit 1 de WrestleMania dans l'après-midi. Oui d'ailleurs j'ai dit midi pour Takeover et pour les deux nuits Takeover, ça sera plutôt dans l'après-midi. Donc bilan de WrestleMania 1 dimanche dans l'après-midi, bilan de WrestleMania nuit 2
lundi dans l'après-midi et bilan du Raw après WrestleMania mardi midi. Ça, c'est le... Est-ce que quelqu'un vient de dire FC Camille? Bon. Ça, c'est pour le programme de la semaine qui vient. J'ai hâte de vivre tout ça avec vous. Faites venir du monde, parlez-en autour de vous, invitez vos grands-parents, ça va être super sympa. Pourquoi NXT a été déplacé? Je comprends pas ce que tu dis. Bon, c'est pas grave. Merci à tous donc du coup d'avoir été là. J'espère que vous serez nombreux à suivre la semaine de dinguerie qui commence, la semaine de dinguerie qui commence la semaine prochaine. Et on se donne rendez-vous mardi pour commencer ces joyeuses festivités. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.